Économie le max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, c'est l'étincelle qui pourrait embraser un peu plus le Proche-Orient. Rien ne va plus entre Ankara et Moscou depuis le crash d'un chasseur-bombardier russe abattu mardi par l'aviation turque. Incident grave qui n'a pas manqué de semer la panique sur les bourses des deux pays. Lequel de ces deux acteurs clés du conflit syrien a le plus à perdre de ces tensions grandissantes? Analyse dans un instant. Et puis toujours dans la région, une visite qui n'est pas passée inaperçue hier, celle du très médiatique Alexis Tsipras, qui est donc venu chercher le Premier ministre grec à Jérusalem. Gaz, agriculture, biotech, les projets de coopération et d'investissement sont bien là, mais au-delà, Athènes, toujours en crise, pourrait profiter de l'expérience israélienne en matière d'austérité. On y regarde de près tout à l'heure. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Mais avant tout cela, tour du monde de l'essentiel de l'actu éco du jour, avec d'abord la préparation du 15e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique qui se tiendra la semaine prochaine en Afrique du Sud à Johannesburg. Beaucoup de promesses et d'attentes autour de ce rendez-vous qui réunira une quarantaine de leaders internationaux. Pékin entend soutenir l'industrialisation du continent africain et sa modernisation agricole. La Chine qui est depuis 6 ans le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. 20 milliards de dollars de prêts également aux pays africains depuis 2012, mais le ralentissement de la croissance chinoise et de sa demande en matières premières pourrait pénaliser ses fournisseurs en Afrique, mais les autorités chinoises tentent de relativiser. La Chine n'a pas diminué la quantité de ses importations en énergie et matières premières telles que le pétrole brut, le manganèse, le cuivre, le minerai de cobalt ou d'autres produits agricoles spéciaux importés d'Afrique. Au contraire, certains ont même augmenté. Nous sommes toujours confiants pour le commerce Chine-Afrique. L'Afrique est la deuxième population au monde, avec une croissance démographique de 2,65% par an. Cela signifie un fort dividende démographique et une grande demande de consommation. On reste en Asie. Les maisons d'enchères de Hong Kong se préparent à l'ouverture de la saison des ventes. Bijoux, vins rares, œuvres classiques ou même sacs à main. La bonne humeur reste de mise malgré le ralentissement de la croissance chinoise. Un optimisme même si l'on est conscient que la folie des grandeurs de ces dernières années est déjà révolue. Si l'on compare le marché aujourd'hui à ce qu'il était en 2010, 2011, quand il y avait beaucoup de capitaux spéculatifs arrivant de Chine et se déversant dans le marché, tout était vendu. Les gens arrosaient avec leur argent. On est très loin de cette ambiance maintenant. On passe à l'Europe avec la marche arrière hier du gouvernement britannique sur une mesure d'austérité impopulaire. Il s'agissait de réduire les crédits d'impôt accordés aux plus démunis. Les critiques émanaient jusqu'au sein même du camp conservateur. Devant les députés, le ministre des Finances, George Osborne, a annoncé un sérieux allègement de ses coupes budgétaires. Il y a 5 ans, dit-il, il fallait sauver le pays. Aujourd'hui, il faut le reconstruire. On m'a demandé d'aider à la transition alors que le Royaume-Uni se dirige vers des revenus plus élevés, moins d'aide de l'État, moins d'impôts. Et je souhaitais implémenter cette réforme fiscale progressivement. J'ai écouté les inquiétudes, je les comprends et grâce à l'amélioration des finances publiques, le plus simple n'est pas d'implémenter ces changements progressivement, mais de les abandonner complètement. En bref, les chiffres du PIB espagnol. La croissance se maintient au 3e trimestre. Elle ralentit tout de même, plus 0,8% par rapport à la période avril-juin, contre plus 1% au 2e trimestre. Hausse de la consommation des ménages, mais hausse également des importations qui pénalisent la balance commerciale. Le taux de chômage dépasse encore les 21% et tout cela pourrait peser sur l'issue des législatives qui auront lieu le 20 décembre. Un mot également du marché de l'immobilier en France. Les prix des logements anciens progressent de 0,5% au 3e trimestre en comparaison avec les 3 mois précédents, mais s'affichent en repli de 1,5% sur un an d'après l'indice notaire INSEE publié ce jeudi qui confirme aussi la reprise du volume annuel des transactions. Et puis un détour par le Venezuela où l'émir du Qatar poursuivait sa tournée en Amérique latine. Plusieurs contrats ont été annoncés entre ces deux géants de l'énergie fossile, commerce, finance, transport et bien sûr le gaz et le pétrole. Pendant de nombreuses années, nous avons été partenaires pour défendre le pétrole. Maintenant, c'est le gaz. Cette visite et la préparation des documents que nous sommes sur le point de signer sont une étape claire et ferme vers une coopération plus étroite.
Allez, les marchés financiers avec la fin d'année qui approche à grands pas et l'heure des premiers bilans pour ce cru 2015 qui aura démontré, si besoin était, l'influence des principales banques centrales sur les grandes tendances financières mondiales, beaucoup plus d'ailleurs que sur l'économie réelle. Faisons le point aujourd'hui sur les devises, matières premières et indicateurs macroéconomiques. Avec vous, Eric Lewin, bonjour. Est-ce qu'on y voit clair du côté de leur évolution ? Oui, David, la situation est relativement claire actuellement sur les marchés financiers. Si on doit faire un point de fin d'année, d'abord sur le baril de pétrole, il est vraisemblable que l'on reste dans une fourchette de 40 à 50 $ d'ici la fin de l'année, sauf déflagration mondiale. Il est évident que sur les quotas, les pays n'ont pas du tout envie de bouger et certains pays s'accommodent très bien d'un pétrole entre 40 et 50 $. Du côté des devises, on a quand même le sentiment que l'euro va glisser vers la parité, tout simplement parce qu'il va y avoir des mesures de quantitative easing supplémentaires sans doute la semaine prochaine à l'occasion de la réunion de la BCE. Et puis, aux États-Unis, cela va mieux. Il y a eu quelques statistiques économiques américaines très bonnes. Commande de biens durables en hausse de 3%. Un PIB du troisième trimestre revu également à la hausse à plus 2,1% et des ventes de logements en hausse de plus de 10%. Bref, l'Europe qui a du mal, les États-Unis qui vont mieux, tout cela conduit à un euro qui devrait donc se rapprocher de la parité. Et surtout si la BCE décide donc jeudi prochain d'adopter un taux de refinancement négatif, ce qui serait inédit bien sûr dans l'histoire de la zone euro. Merci Eric Lewin. Et direction donc les portes du Proche-Orient, devenu cette semaine le théâtre d'un bras de fer, assez inattendu, quoique quelque part prévisible pour certains observateurs. On sait que la Turquie et la Russie ont des intérêts contradictoires en Syrie. Ankara souhaite la chute de Bachar el-Assad, qui est soutenu plus ouvertement que jamais par Moscou. Serait-ce la vraie raison du grave incident aérien survenu mardi ? On se penche sur les répercussions économiques potentielles de ces tensions des deux côtés, vous allez le voir, avec Laura Duhamel. Entre Moscou et Ankara, la brouille est consommée. Mardi, 2 F-16 turcs ont abattu un avion de combat russe. La Turquie a eu beau se justifier en invoquant une violation de son espace aérien, le ton monte entre les deux pays. Une situation qui affecte aussi leurs relations économiques. À Moscou, l'indice MICEX a chuté mardi de près de 3%, tandis que la bourse d'Istanbul plongeait, elle, de 4%. Les plus inquiets restent les agences de voyage turques, pour qui le tourisme russe représente 4 milliards de dollars chaque année. D'autant que des officiels russes ont appelé leurs concitoyens à annuler leurs vols. Une masse importante de terroristes pullule sur le territoire turc. Selon nos évaluations, la menace n'est pas inférieure à celle qui existe en Égypte. De fait, bien sûr, nous ne recommandons pas à nos citoyens de voyager en République de Turquie pour du tourisme ou autre. Le débordement du conflit syrien pourrait avoir un impact sur le tourisme turc, une industrie qui pèse près de 35 milliards de dollars par an. Autre foyer d'inquiétude, le commerce bilatéral. Il représentait 19 milliards de dollars en 2014. Et la Turquie est la deuxième destination pour le gaz russe, Gazprom pourvoyant environ 50% de ses besoins. L'escalade du conflit pourrait donc nuire à cette relation. Le ministre de l'énergie de la Turquie cherche lui à rassurer, aucun point de non-retour n'ayant été atteint. Nous sommes deux pays qui partagent ensemble une longue histoire faite de relations importantes. Par conséquent, je ne vois pas cela seulement comme une question d'énergie. Lorsque nous regardons comment des incidents de la vie quotidienne ou régionale affecteraient nos relations, je ne suis pas pessimiste. Mais malgré les différents appels au calme, Serge Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, vient d'annuler son voyage prévu en Turquie cette semaine. L'escalade est donc toujours un risque à prendre au sérieux. Ce jeudi, Moscou a décidé de renforcer ses contrôles sur les produits agricoles et alimentaires importés de Turquie, prétextant des violations des normes sanitaires. Peut-être un premier pas vers l'embargo. Un Kremlin qui ne décolère pas, même si on tente de calmer le jeu dans l'arène diplomatique internationale. On se penche à présent sur la première visite en Israël d'Alexis Tsipras. Première visite depuis bien sûr l'accession au pouvoir en janvier du Premier ministre grec, qui était donc reçu hier à Jérusalem par son homologue Binyamin Netanyahou. On va d'abord l'écouter. Nous avons eu de la chance de concentrer nos discussions sur la nécessité d'accroître la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'agriculture et des technologies de l'eau. Israël a un savoir-faire de très haute technologie dans ces domaines ainsi que dans le domaine maritime. L'une des principales questions dans nos discussions concernait les possibilités dans le domaine de l'énergie en Méditerranée orientale. Nous étudions les possibilités de coopération dans la recherche, le forage et le transport de gaz vers l'Europe en provenance d'Israël.
Voilà, Alexis Tsipras qui évoque donc les différentes options de partenariat avec Israël. Bonjour Lionel Fritzfeld. Bonjour David. Notre analyste financier. Alors d'abord, pourquoi cette visite? Maintenant, c'est quoi l'état des lieux des relations entre les deux pays aujourd'hui? Alors tout d'abord, la Grèce est un pays intéressant pour Israël parce qu'elle est à côté évidemment d'Israël. Il y a la Méditerranée et il y a effectivement Israël s'est positionné comme un des leaders, notamment dans le gaz. Il y a cette histoire du gaz qui est important de savoir est-ce que le gaz va être exporté en Égypte, est-ce que va pouvoir aller en Grèce. Ça c'est un point essentiel. Et d'un deuxième point, c'est les points des hautes technologies évidemment, car Israël s'est très bien positionné sur la technologie. Il y a énormément d'introductions en bourse, notamment au Nasdaq. Et c'est ce qui différencie véritablement ces deux économies, la Grèce et Israël, puisque la Grèce a à peu près un PNB par habitant de 17 000 $. La démographie aussi qui se ressemble. Ouais. Tout à fait. Mais Israël est à 35 000 $. Donc le double. Donc comment mieux coopérer? C'est véritablement là la question. Ouais, alors pour parler de la situation justement actuelle de la Grèce, où on en est au niveau de l'austérité? Est-ce que ça reste toujours la bonne voie pour sortir ce pays de ses travers? Alors, l'austérité n'est jamais la bonne voie pour relancer un pays. On peut faire une comparaison. Effectivement, aujourd'hui, l'économie grecque est cassée. Et il faut la relancer par des projets d'infrastructure. Le gaz pourrait être un projet d'infrastructure. Mais également, si on prend par exemple, en comparaison ce qui s'est passé en Israël, avec cette fameuse relance des années 80-85, notamment quand Netanyahou était déjà Premier ministre, et en fait, elle a simplement permis de privatiser des sociétés d'État, de créer notamment une espèce d'autorité des grandes sociétés étatiques qu'elle a privatisées. C'est exactement ce que doit faire aujourd'hui la Grèce. Alors justement, c'est ce qu'on va voir. On va tenter de voir si l'on peut faire une sorte de parallèle entre les difficultés que traverse actuellement la Grèce et celles auxquelles a fait face donc Israël il n'y a pas si longtemps, entre 2001 et 2003, parallèle que n'a pas manqué de faire d'ailleurs hier Benyamin Netanyahou. Écoutez. Je sais que vous prenez des mesures très difficiles. Elles sont appréciées, je pense, dans le monde entier, y compris par moi-même, car j'ai eu le malheur d'avoir affaire à la même chose ici. Je sais combien cela est difficile et je vois que vous êtes cohérent et animé d'une grande détermination à accomplir des choses très difficiles. Nous croyons en votre réussite, nous croyons que l'économie grecque rebondira et j'ai l'intention d'encourager les investisseurs israéliens à investir en Grèce. Nous avons discuté de quelques idées de projets communs qui seront au profit de la Grèce, mais aussi au bénéfice de notre coopération commerciale. Ouais, alors Lionel Fritzfeld, 2003, l'économie israélienne à genoux quasiment, à la récession qui dure depuis 2 ans, le déficit à 6%, fuite des touristes, fuite des capitaux, intifada, c'est un petit peu la catastrophe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Netanyahou est au ministère des Finances. Alors, effectivement, des réformes structurelles. Ce qui est intéressant, c'est que l'État a notamment créé tout ce qui est industrie du capital risque. Yozma est une initiative lancée notamment avec le Chief Scientist, le ministre notamment des Sciences en Israël, pour notamment financer, premièrement, ces startups. Deuxièmement, il faut le dire quand même, il y a eu un afflux d'immigration de Russie avec énormément d'ingénieurs. Et il y a la gestation de cette Startup Nation qui a véritablement explosé aux alentours de 2005-2006, notamment quand Stanley Fischer est arrivé au pouvoir de la Banque d'Israël, ce qui a rassuré les investisseurs et ce qui a notamment donné un avantage aux Israéliens, notamment pour aller en bourse aux États-Unis. Alors la Grèce, en titre de comparaison, a à peu près 80% de son économie en termes de services, 15% en termes d'industrie et à peu près 4% ou 5% d'agriculture. Ce qui veut dire que la Grèce aujourd'hui, sa principale industrie, c'est le transport maritime, ce qu'on appelle le shipping, qui est notamment classé numéro 4 au monde. C'est une industrie intéressante et on voit d'ailleurs que les Chinois de COSCO avaient d'ailleurs investi notamment dans le port du Pirée et ça c'est intéressant, mais il n'y a pas le même tissu, même la même densité industrielle et même de services en Grèce qu'en Israël. Mais c'est quand même l'occasion, cette austérité, de faire les grosses réformes structurelles qu'a fait donc Benyamin Netanyahou il y a quelques années, même si ça passait par des mesures assez radicales, avec en parallèle des baisses d'impôts aussi pour les plus riches, on s'en souvient. Alors effectivement, mais il y a une problématique évidemment en Grèce, c'est l'évasion fiscale, parce que ces grandes fortunes, notamment dans le shipping, ne payent pas d'impôts. Le premier, on va dire, propriétaire du pays de Grèce, qui est l'église grecque orthodoxe, ne paye pas d'impôts. Donc effectivement, les questions de fiscalité sont importantes, mais il faut aujourd'hui que la Grèce puisse se restructurer et réformer. Effectivement, l'exemple israélien est intéressant à suivre. Merci beaucoup Lionel Fritzfeld pour ces éclaircissements. On passe tout de suite au Media Watch. La revue de presse et à la une du nouveau pour les fans de football. Bonjour Laura Duhamel. Bonjour. Altis remporte les droits de diffusion du championnat d'Angleterre. Voilà, c'est l'équipe qui nous révèle cette info. Aujourd'hui, Altis aurait chippé les droits à Canal+ pour les 3 prochaines saisons de 2016 à 2019. Un vrai coup dur pour la chaîne cryptée, car le sport évidemment fait partie des principales motivations de ses abonnés. Mais alors face à Altis, eh bien Canal aurait dû s'incliner. Altis aurait en effet mis sur la table 300 millions d'euros. Et avec les 190 millions d'euros que Canal aurait payé pour les 3 dernières saisons, eh bien le groupe fait pâle figure. Alors pour l'instant, le groupe de Bolloré s'est refusé à tout commentaire, mais il semblerait que les jeux soient déjà
déjà fait, même si cet après-midi, David, l'info était encore à manier au conditionnel. En tout cas, du mouvement sur ce marché. Autre info, Laura, ce sont les milliers de mètres carrés à l'abandon, tout simplement sous les toits de Paris. Sous les toits de Paris, une bonne nouvelle pour les éternels romantiques. Il y a de la place sous les toits de la ville Lumière. Alors, bonne nouvelle aussi pour la mairie de Paris, elle qui veut créer 10 000 logements par an pour les 5 prochaines années. Eh bien, elle pourrait bien y trouver sa solution. Petit problème, eh bien, si ces chambres de bonne sont inoccupées, c'est qu'elles sont pour la plupart soit insalubres, soit très peu agréables à vivre. Alors, et pour cause, eh bien, ces chambres de service qui ont été créées, construites pour la plupart au 19e siècle dans des immeubles bourgeois au dernier étage, eh bien, étaient destinées aux domestiques. Et la moitié d'entre elles ferait d'ailleurs moins de 9 mètres carrés. Conclusion, si la mairie de Paris veut mobiliser cet espace libre, elle va devoir 1. Inciter les propriétaires à rénover leurs biens et 2. Organiser un regroupement de logements. Tout un programme, David. Oui, peut-être gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Laura. À très bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. La suite de vos programmes et de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.